La pluie tombait sur Lyon comme une malédiction douce. Pas l'averse violente qui nettoie les rues et chasse les odeurs. Non, cette petite bruine tenace d'octobre qui s'infiltre partout, sous les cols de manteau, dans les chaussures trouées, entre les pavés disjoints du vieux Lyon. Mathilde Fournier marchait vite, tête baissée, son sac en bandoulière serré contre sa hanche. 22 heures passées. Les rues se vidaient, les terrasses se repliaient, les lumières des vitrines s'éteignaient une à une. Elle accéléra le pas en longeant la cathédrale Saint-Jean, dont les gargouilles semblaient la juger du haut de leur siècle de pierre. Elle avait mal aux pieds. Ses baskets achetées d'occasion il y a 2 ans prenaient l'eau par la semelle gauche. Chaque pas produisait un petit bruit spongieux qui l'humiliait, même seule dans la rue. Elle pensa à Léa, endormie chez la voisine du dessus, Madame Rivoal, une retraitée acariâtre mais fiable qui acceptait de garder la petite contre 10 € de l'heure. 10 € que Mathilde ne pouvait plus se permettre, mais qu'elle donnait quand même, parce qu'il n'y avait pas d'autre solution, pas de famille, pas d'amis assez proches pour demander, juste Madame Rivoal, son appartement qui sentait la naphtaline et le chou bouilli, et sa télévision qu'elle regardait trop fort. Mathilde tourna à gauche dans la rue Saint-Jean, une artère étroite bordée de façades Renaissance aux couleurs passées. Le café du coin apparut au bout de la rue, enseigne fatiguée clignotant dans la pénombre. Gérard, le patron, n'avait toujours pas fait réparer le C qui s'éteignait par intermittence, donnant au lieu des airs de Affé du Ouin. Mathilde poussa la porte vitrée. La chaleur humide et l'odeur de friture la giflèrent. « T'es en retard, Mathilde. » Gérard essuyait le comptoir avec un torchon douteux, sa bedaine comprimée dans un tablier taché. Il avait ce regard qu'elle connaissait trop bien, celui qui évalue, qui calcule, qui soupèse combien de temps encore il pourrait se permettre de la garder avant de la remplacer par quelqu'un de plus jeune, de plus rapide, de plus souriant. Désolé, le bus avait du retard. Ce n'était pas vrai. Elle avait marché depuis Guillotière pour économiser 1,50 €. Mais Gérard ne répondit rien, se contenta de pointer du menton les tables encore occupées. 3 clients, un couple âgé qui terminait un café allongé et un jeune homme seul près de la fenêtre. Elle enfila son tablier noir, celui avec la tache de graisse impossible à enlever sur la poche droite, et se mit au travail. Le couple régla rapidement, laissant une pièce de 20 centimes en guise de pourboire. Mathilde la glissa dans sa poche sans même y penser. 20 centimes. De quoi acheter un chewing-gum peut-être, ou rien du tout. Le jeune homme près de la fenêtre ne bougeait pas. Il fixait son téléphone portable avec une intensité troublante, les sourcils froncés, les mâchoires serrées. Mathilde l'observa discrètement en rangeant les chaises. 25 ans, peut-être moins. Blouson en cuir qui semblait neuf, cheveux bruns légèrement trop longs, mains fines aux ongles propres. Pas le genre de client habituel du café du coin. Pas le genre de quartier non plus, probablement. Il avait devant lui une assiette vide, croque-monsieur, frites et une bière blonde entamée. Gérard s'approcha, addition à la main. « Ça fera 14 €. Le jeune homme leva les yeux, surpris, comme s'il avait oublié où il était. Il fouilla dans les poches de son blouson, sortit un portefeuille en cuir sombre, l'ouvrit. Mathilde vit son visage changer. La panique, subtile mais réelle, traversa ses traits. Attendez. Il fouilla encore. Poche de jean, poche intérieure, rien. Il prit son téléphone, fit défiler quelque chose à l'écran. Ses mains tremblaient légèrement. J'ai un problème. Ma carte, le distributeur l'a avalée ce matin, et j'ai pas de liquide sur moi. Gérard croisa les bras sur sa bedaine. Ah ouais? Je vous jure, c'est vrai. Je peux vous faire un virement là tout de suite. Vous avez un RIB? On prend pas les virements. Alors je reviens demain matin avec l'argent. Je vous laisse mon numéro, mon adresse, ce que vous voulez. Gérard ricana, un rire gras, sans joie. Tu me prends pour un con, gamin? Le ton monta. Mathilde sentit ses épaules se raidir. Elle connaissait cette scène, elle l'avait vécue. Pas ici, mais ailleurs. Dans un supermarché, 2 ans plus tôt, quand sa carte avait été refusée devant une file de clients impatients. La honte, le regard des autres.
cette sensation d'être transparente et écrasante à la fois. « Écoutez, monsieur, je comprends, mais je vous assure que je vais payer. Tu peux appeler quelqu'un, famille, pote ?» Le jeune homme hésita. « Non, pas maintenant. Ils dorment. Alors tu restes là et j'appelle les flics. » Le silence tomba sur le café comme une chape. Le jeune homme baissa les yeux. Mathilde vit ses joues rougir. Il serrait les dents, refusant de pleurer, mais c'était proche. Elle connaissait ce combat-là aussi. Elle s'approcha sans réfléchir. Son corps bougea avant son esprit. Elle sortit de la poche de son jean une petite enveloppe Kraft pliée en deux. À l'intérieur, 13 €. 3 billets de 5, moins 2 € qu'elle avait dépensés plus tôt pour un paquet de pâtes et une brique de lait. 13 €. L'argent des chaussures de Léa, l'argent qu'elle économisait depuis 3 semaines, pièce par pièce, pourboire par pourboire. Les chaussures dont Léa avait besoin parce que ses baskets actuelles étaient trop petites, qu'elle se plaignait d'avoir mal aux orteils, que Mathilde lui disait d'attendre encore un peu, encore un peu. Elle posa un billet de 10 et 4 pièces d'1 € sur le comptoir. « Voilà, 14 €. Gérard la regarda comme si elle venait de parler chinois. « Qu'est-ce que tu fous, Mathilde ?»« Je règle son addition. » Le jeune homme se leva d'un bond. « Non, non, madame, vous pouvez pas. C'est déjà fait. » Elle tourna les talons, retourna vers les tables qu'elle était en train de nettoyer. Ses mains tremblaient. Elle ne voulait pas qu'il le voie. Gérard ramassa l'argent en marmonnant quelque chose d'incompréhensible. Le jeune homme resta planté là, bouche entr'ouverte, visiblement bouleversé. « Madame, laissez tomber. Mais je peux vous rembourser demain. Vraiment. Donnez-moi votre numéro, votre adresse. » J'ai dit « laissez tomber ». Elle ne le regarda pas. Si elle le regardait, elle allait craquer. Elle allait penser à Léa, aux chaussures, au fait qu'il faudrait attendre encore 3 semaines, peut-être 4. Elle allait se demander pourquoi elle avait fait ça, pourquoi elle s'était mêlée de ce qui ne la regardait pas. Le jeune homme resta encore 1 minute, puis finit par sortir, après avoir murmuré un « merci » qu'elle fit semblant de ne pas entendre. Gérard secoua la tête. « T'es vraiment conne, tu sais ça. » Ouais, je sais. » Elle termina sa journée dans un brouillard, rangea les chaises, passa la serpillière, éteignit les lumières. Gérard lui donna 52 € en liquide pour ses 2 jours de travail. Elle glissa les billets dans son sac sans compter, 23h30. Dehors, la pluie avait cessé, laissant les pavés brillants sous les réverbères. Elle marcha jusqu'à la station de métro Vieux-Lyon, monta dans la rame presque vide. 2 stations. Guillotière. Elle remonta à la surface, traversa le pont. Son quartier l'accueillit avec ses façades lépreuses, ses poubelles qui débordaient, ses tags multicolores sur les volets roulants baissés. L'immeuble où elle vivait était un bloc de béton gris construit dans les années 70, coincé entre un kebab et une laverie automatique. 5e étage, sans ascenseur. Elle grimpa les marches une à une, s'accrochant à la rampe graisseuse. 5e palier. Elle frappa doucement chez Madame Rivoal. La porte s'ouvrit sur une odeur de soupe aux légumes et le son d'un jeu télévisé. Elle dort depuis 20 heures, pas un bruit. Merci, Madame Rivoal. Elle paya les 3 heures de garde, regarda ses derniers billets fondre encore un peu. Madame Rivoal prit l'argent sans un mot et referma sa porte. Mathilde entra chez elle. Petit 2 pièces sombres et humides. Papier peint qui se décollait dans les coins. Fenêtres qui fermaient mal. Mais c'était chez elle. Elle posa son sac, enleva ses chaussures trempées. Dans la chambre minuscule qu'elle partageait, Léa dormait en chien de fusil, son doudou lapin serré contre elle. 8 ans. Des cheveux châtains coupés au carré par Mathilde elle-même, à la cuisine, avec des ciseaux à ongles. Un visage rond, des taches de rousseur, une fossette au menton. Mathilde s'assit au bord du lit, caressa doucement les cheveux de sa fille. Léa bougea dans son sommeil, murmura quelque chose d'incompréhensible. Mathilde sentit une boule se former dans sa gorge. Elle pensa aux 13 €, au jeune homme, à son visage paniqué, à la honte qu'elle avait reconnue. Elle se leva, alla dans la kitchenette ouverte sur le salon, ouvrit le frigo. 2 yaourts périmés depuis 3 jours, un reste de pâte, une carotte.
Elle referma la porte, s'appuya contre le plan de travail en formica jauni. Demain, elle travaillerait chez Madame Blanchard, dans le 6e arrondissement. Ménage, 4 heures, 40 €. Ensuite, service du soir au café. Encore 50 € si elle avait de la chance. Ça suffirait pour la semaine. Peut-être. Si Léa ne tombait pas malade, si rien ne cassait, si personne ne réclamait d'argent. Elle tira de son sac une enveloppe blanche froissée. Lettre de l'agence immobilière. 2e relance, loyer en retard. 380 € dus depuis le mois dernier. Délai de paiement, 15 jours. Sinon, procédure d'expulsion. Elle froissa la lettre et la jeta dans la poubelle déjà pleine. 2 semaines passèrent. Octobre glissa vers novembre dans une grisaille continue. Mathilde enchaînait les journées comme on empile des briques. Réveil 5h30. Préparer Léa. L'emmener à l'école. Courir jusqu'au bus. Ménage chez Madame Blanchard, puis chez Madame Nguyen, puis parfois chez Monsieur Keller, un retraité parkinsonien qui sentait la pisse et qui lui parlait de la guerre d'Algérie pendant qu'elle nettoyait ses toilettes. Retour à l'école, récupérer Léa, goûter rapide, devoir. Madame Rivoal, café, retour, minuit, recommencer. Elle n'avait pas payé le loyer, elle n'avait pas acheté les chaussures. Léa se plaignait de moins en moins, ce qui était pire. Les enfants qui arrêtent de réclamer, c'est qu'ils ont compris. Et Mathilde ne voulait pas que sa fille comprenne. Pas encore, pas à 8 ans. Un jeudi matin, alors qu'elle revenait du Monoprix avec un sac contenant du pain de mie premier prix et une boîte de thon, elle trouva un homme devant sa porte. Costume gris anthracite impeccable, cravate bleu marine, attaché-case en cuir. La quarantaine, cheveux poivre et sel parfaitement coiffés, lunettes rectangulaires. Il se tenait droit, mains croisées devant lui, comme s'il attendait un rendez-vous d'affaires. Mathilde s'arrêta net dans l'escalier. « Vous cherchez quelqu'un » L'homme se tourna vers elle. « Madame Fournier ?»« Oui. Qui êtes-vous » ?« Je m'appelle Benoît Mercier. Je suis l'assistant personnel de Monsieur Victor Delacroix. » Le nom ne lui disait rien. Elle fronça les sourcils. « Je ne connais personne de ce nom. »« Je sais. Mais Monsieur Delacroix souhaiterait vous rencontrer. »« Pourquoi ?» Mercier eut un petit sourire poli, professionnel. « Cela concerne un incident qui a eu lieu il y a 2 semaines, au café du coin, dans le Vieux Lyon. Vous avez réglé l'addition d'un jeune homme. » Mathilde sentit son estomac se nouer. « Et alors ? Ce jeune homme s'appelle Antoine Delacroix. C'est le fils de mon employeur. » Elle ne répondit rien. Mercier sortit une enveloppe de sa poche intérieure. « Monsieur Delacroix vous remercie pour votre geste et souhaiterait vous restituer la somme, ainsi que vous exprimer sa gratitude personnellement. Voici une invitation pour un déjeuner demain à 13 h dans ses bureaux. L'adresse est indiquée. » Il tendit l'enveloppe. Mathilde ne la prit pas. « C'est pas nécessaire. J'ai fait ça parce que ça me semblait normal. Point. Monsieur Delacroix insiste. Eh bien, dites à Monsieur Delacroix que je décline poliment. » Elle le contourna, sortit ses clés, ouvrit sa porte. Mercier ne bougea pas. « Madame Fournier, Monsieur Delacroix est un homme très généreux. Il pourrait vous aider. » Elle se figea sur le seuil. « M'aider comment ? Vous avez des difficultés financières, n'est-ce pas ?» Le sang lui monta aux joues. « Comment osait-il ? Ça vous regarde pas. Il pourrait régler vos dettes, vous offrir un emploi stable, vous aider avec votre fille. » Elle se retourna lentement. « Vous avez fait des recherches sur moi ?» Mercier ne nia pas. « Monsieur Delacroix aime savoir à qui il a affaire. C'est du harcèlement. C'est de la reconnaissance. » Ils se regardèrent en silence. Mathilde sentait la colère bouillonner en elle, mais aussi autre chose. Une petite voix tout au fond qui murmurait « Et si c'était une chance ?» Non, elle ne devait rien à personne. Surtout pas à un riche qui envoyait ses domestiques faire ses commissions. Merci, mais non. Au revoir. Elle claqua la porte. 3 jours plus tard, Léa tomba malade. Fièvre, tout grasse. Le médecin de garde diagnostiqua une bronchite, prescrivit des antibiotiques et du sirop. 68 € de médicaments non remboursés avant 3 semaines. Mathilde paya avec la carte Vitale
et sa carte bleue, en priant pour qu'elle ne soit pas refusée. Elle passa. Mais le compte était à découvert. Le lendemain, l'huissier sonna. Convocation pour audience d'expulsion. 1 mois. 30 jours pour payer ou partir. Mathilde s'assit sur le canapé défoncé. Léa endormie contre elle, brûlante de fièvre. Elle regarda autour d'elle. Ce petit appartement merdique, humide, trop cher, trop petit, mais c'était chez elle, c'était tout ce qu'elle avait réussi à construire. Elle sortit de son sac l'enveloppe que Mercier avait finalement glissée sous sa porte. À l'intérieur, une carte de visite épaisse, gravée en relief. Victor Delacroix Immobilier et Investissement. Une adresse dans le 2e arrondissement. Et un numéro de téléphone. Elle fixa la carte pendant une éternité. Puis elle décrocha son téléphone et composa le numéro. Le bureau de Victor Delacroix occupait le dernier étage d'un immeuble haussmannien rénové, dans le 2e arrondissement, près de la place Bellecour. Mathilde monta dans un ascenseur aux parois de verre et d'acier poli qui lui renvoya son reflet déformé. Elle portait son seul pantalon correct, un jean noir sans trous et un pull à col roulé gris qu'elle avait lavé la veille. Ses cheveux châtains étaient attachés en queue de cheval. Pas de maquillage, pas de bijoux. Elle n'en avait pas. Elle serrait contre elle un sac à main usé dont la bandoulière menaçait de céder depuis des mois. Les portes s'ouvrirent sur un hall immense, sol en marbre blanc, murs couverts de boiseries sombres, œuvres d'art contemporain accrochées avec une précision militaire. Une jeune femme blonde en tailleur noir l'accueillit avec un sourire professionnel et froid. « Madame Fournier, Monsieur Delacroix vous attend. Par ici, s'il vous plaît. » Et elles traversèrent le hall, puis un long couloir dont les fenêtres donnaient sur les toits de Lyon. Mathilde aperçut la colline de Fourvière au loin, la basilique blanche dominant la ville comme une sentinelle. Elle pensa à Léa, restée chez Madame Rivoal avec ses médicaments et ses dessins animés. « Je reviens vite, mon cœur. Maman a un rendez-vous important. » Léa avait hoché la tête sans poser de questions. Cette capacité qu'avait sa fille à accepter sans comprendre lui brisait le cœur chaque fois. La secrétaire frappa à une double porte en bois massif, puis l'ouvrit. « Madame Fournier, monsieur. » Mathilde entra. Le bureau était encore plus impressionnant que le hall. Immense baie vitrée, bibliothèque murale remplie de livres aux reliures anciennes, bureau en noyer devant lequel se tenait un homme d'une 60aine d'années. Grand, mince, cheveux gris coupés courts, costume 3 pièces bleu marine, visage anguleux, très sévère, yeux d'un bleu glacial. Il ne souriait pas. Il ne fit aucun geste pour la mettre à l'aise. Il la regarda simplement comme on évalue un dossier. « Madame Fournier, asseyez-vous !» Sa voix était grave, posée, sans chaleur. Mathilde s'assit dans l'un des 2 fauteuils en cuir face au bureau. Victor Delacroix resta debout quelques secondes de plus, stratégie d'intimidation évidente, puis s'installa enfin. « Je vous remercie d'avoir accepté de venir. J'avais pas vraiment le choix. » Il haussa un sourcil. « Tout le monde a le choix, Madame Fournier. Facile à dire quand on vit ici. » Un silence. Victor croisa les mains sur son bureau. « Mon assistant vous a expliqué pourquoi je souhaitais vous rencontrer. Quelque chose à propos de votre fils. Antoine, mon fils unique. 23 ans, étudiant en école de commerce, du moins en théorie. En pratique, un jeune homme perdu, gâté, incapable de comprendre la valeur des choses. » Mathilde fronça les sourcils. « Pourquoi vous me racontez ça ? » « Parce que ce que vous avez fait il y a 2 semaines l'a profondément marqué. Il m'a raconté votre geste. Il ne parlait que de ça. Cette femme qui avait payé son addition sans rien demander en retour. Cette femme qui avait disparu avant qu'il puisse la remercier. J'ai fait ça par réflexe. Rien de plus. Justement, le réflexe révèle le caractère. » Victor se leva, contourna son bureau, s'approcha de la fenêtre. Il regardait Lyon s'étendre sous lui, cette ville qu'il avait contribué à remodeler à coups de millions investis dans l'immobilier, les infrastructures, les projets culturels. « Mon épouse est morte il y a 3 ans. Cancer du pancréas. Elle est partie en 4 mois. Antoine avait 20 ans. Il ne s'en est jamais remis. Moi non plus.
Sans doute. Depuis, il dérive. Il accumule les échecs scolaires, les fréquentations douteuses, les dépenses inconsidérées. Il vit dans un appartement que je lui paie, conduit une voiture que je lui ai offerte, dépense un argent qu'il n'a jamais gagné, et il est vide. Mathilde ne savait pas quoi répondre. Elle n'était pas venue pour jouer les psychologues. Victor se retourna vers elle. Vous, Madame Fournier, vous êtes exactement l'inverse. Vous vous battez pour chaque euro. Vous élevez seule votre fille, vous travaillez sans relâche, et pourtant, vous avez donné vos derniers euros à un inconnu. Comment vous savez que c'était mes derniers euros? Parce que j'ai fait faire une enquête sur vous. Mathilde se leva d'un bond. Quoi, vous avez quel droit? Le droit de savoir à qui je vais confier mon fils. Elle le fixa, incrédule. Confier votre fils? Victor retourna s'asseoir, sortit un dossier de son tiroir. Il l'ouvrit. Mathilde reconnut des photocopies de ses fiches de paie, de ses relevés bancaires, de son contrat de location, de sa fiche de la CAF. Mathilde Fournier, née le 14 mars 1991 à Villeurbanne. Parents décédés dans un accident de voiture en 2009. Fille unique. Baccalauréat obtenu, études de comptabilité interrompues en 2016. Naissance de Léa Fournier le 22 août 2017. Père inconnu au registre d'état civil. Emploi précaire depuis 8 ans. Loyer impayé. Dette cumulée, 4 200 €. Aucun casier judiciaire, aucune aide sociale demandée. Il referma le dossier. Vous êtes fière, Madame Fournier. Trop fière. Et c'est précisément ce qui m'intéresse. Mathilde tremblait de rage. Vous me dégueulassez. Je vous offre une opportunité. Une opportunité? Vous violez ma vie privée et vous appelez ça une opportunité? Victor ne scia pas. Je vais régler toutes vos dettes. Vous n'aurez plus à craindre l'expulsion. Je vais vous offrir un emploi stable, bien rémunéré, avec un contrat en bonne et due forme. Je vais vous trouver un logement décent pour vous et votre fille. Mathilde secoua la tête. En échange de quoi? En échange de votre temps et de votre honnêteté. Il se leva à nouveau, fit quelques pas. Je veux que vous passiez du temps avec Antoine. Que vous lui montriez ce qu'est la vie réelle. Pas la vie qu'il connaît, faite de restaurants étoilés et de voyages à Bali. La vraie vie. Celle où on compte. Celle où on sacrifie. Celle où 13 € peuvent représenter un choix déchirant. Mathilde le regardait comme s'il était devenu fou. Vous voulez que je devienne quoi? Sa prof de pauvreté? Je veux que vous deveniez son guide, son mentor, quelqu'un qui lui montre qu'il existe autre chose que l'argent. Pourquoi moi? Parce que vous êtes authentique, parce que vous n'avez rien à gagner à mentir, parce que mon fils a besoin de comprendre que la vraie richesse n'est pas dans un compte en banque. Mathilde se rassit lentement. Son esprit tournait à toute vitesse. 4 200 €, plus le loyer en retard, plus les médicaments de Léa, plus les chaussures, plus tout le reste. Elle pourrait respirer. Pour la première fois depuis des années, elle pourrait respirer. Et si je refuse, vous êtes libre de refuser, mais je pense que vous ne refuserez pas. Parce que je suis pauvre, c'est ça? Vous pensez que je peux pas dire non? Non. Parce que vous êtes une mère, et qu'une mère fera tout pour son enfant, même accepter l'aide d'un homme qu'elle méprise. Les larmes montèrent aux yeux de Mathilde. Elle les refoula de toutes ses forces. Combien de temps? 6 mois, 2 heures par semaine minimum. Vous choisissez les activités, vous décidez de ce que vous voulez lui montrer. Je n'interviens pas. Et mon emploi? Assistante administrative dans l'une de mes filiales. Gestion de dossiers, classement, secrétariat. 1 800 € net par mois. 35 heures. C'était plus que tout ce qu'elle gagnait actuellement en cumulant 3 emplois. Et le logement? Un 3 pièces dans le 7e, proche de l'école de Léa. Loyer pris en charge les 6 premiers mois, puis loyer modéré ensuite. Mathilde sentit sa gorge se serrer. C'était trop. C'était trop beau. Il devait y avoir un piège. Qu'est-ce qui vous garantit que je ne vais pas juste prendre l'argent et disparaître? Rien, mais vous ne le ferez pas.
Parce que vous n'êtes pas comme ça. Elle le dévisagea. Cet homme qu'elle ne connaissait pas. Cet homme qui avait fouillé dans sa vie comme dans un tiroir. Cet homme qui achetait des gens comme d'autres achètent des meubles. Je veux un contrat. Écrit. Signé. Avec tout ce que vous venez de dire. Bien entendu. Et je veux pouvoir arrêter quand je veux. Si ça marche pas avec votre fils, si je sens que c'est malsain, je me tire. D'accord. Elle inspira profondément. Ok, j'accepte. Victor hocha la tête sans sourire. Il tendit la main. Mathilde la serra. Sa paume était froide, sèche. Vous commencez lundi. Mon assistant vous contactera pour les détails. Les premières semaines furent étranges, presque irréelles. Mathilde emménagea dans le 3 pièces du 7e avec Léa, qui n'en revenait pas d'avoir sa propre chambre. Un lit neuf, des étagères vides à remplir, une fenêtre qui donnait sur une petite cour arborée. Mathilde avait pleuré en silence la première nuit, allongée dans un vrai matelas, sans le bruit des voisins du dessus, sans l'humidité qui suintait des murs. Elle commença son travail chez Delacroix Investissement, bureau au 3e étage, ordinateur récent, collègue poli mais distant. Elle classait des dossiers, répondait au téléphone, préparait des comptes rendus. Travail simple, répétitif, mais propre. Légal, stable. Et puis, il y avait Antoine. Leur première rencontre eut lieu dans un café près de Bellecour. Mathilde arriva en avance, commanda un café allongé qu'elle but lentement. Antoine apparut 10 minutes plus tard, mal rasé, l'air fatigué. Il portait un jean déchiré aux genoux, un sweat à capuche gris, des baskets de marque qui coûtaient probablement plus cher que tout ce qu'elle possédait. Il s'assit en face d'elle, mal à l'aise. « Salut. Bonjour. » Silence. Antoine tritura une serviette en papier. « Mon père vous a expliqué ?»« Oui. »« Et vous avez accepté ?»« Oui. »« Pourquoi ?» Mathilde le regarda droit dans les yeux. « Parce que j'ai besoin d'argent. » Antoine eut un petit rire amer. « Au moins, vous êtes honnête. C'est ce que votre père voulait, non? De l'honnêteté. Mon père veut que je devienne quelqu'un que je suis pas. Et vous voulez quoi? » Antoine haussa les épaules. « Je sais pas. »« alors on va chercher ensemble. » Elle sortit de son sac un petit carnet et un stylo. « Voilà comment ça va se passer. 2 heures par semaine. On va faire des trucs ensemble. Des trucs normaux. Pas des trucs de riches. Des trucs de gens normaux. » Genre quoi? Genre aller au marché, prendre le métro, faire les courses avec un budget serré, cuisiner un repas qui coûte moins de 10 €, ce genre de truc. Antoine la regardait comme si elle parlait une langue étrangère. Et ça sert à quoi? À comprendre comment vit 90% de la population. Mon père pense que ça va me transformer en quoi? En saint? Non, juste en être humain. Antoine détourna le regard. Il avait les mâchoires serrées. Mathilde reconnut cette expression, la colère qui cache la douleur. Vous savez rien de moi. Je sais que vous avez perdu votre mère. Je sais que c'est dur. Je sais que votre père essaie de vous aider à sa manière, même si c'est maladroit. Maladroit. Il m'achète une nounou. Je suis pas votre nounou. Je suis quelqu'un qui a accepté un deal. Mais si vous voulez pas jouer le jeu, dites-le maintenant. Je retournerai voir votre père, je lui rendrai son argent et on oubliera tout ça. Antoine resta silencieux un long moment. Puis il soupira. Non. Ok. On essaie. Bien. Samedi matin, 8 heures. Marché de la Croix-Rousse. Vous venez avec moi faire les courses. 8 heures? Le samedi? Bienvenue dans la vraie vie. Samedi matin, Antoine arriva avec 15 minutes de retard, les yeux gonflés, une tasse de café Starbucks à la main. Mathilde l'attendait à l'entrée du marché, un cabas réutilisable sur l'épaule. Elle portait un jean, un blouson imperméable, des baskets usées, pas de maquillage, les cheveux tirés en arrière. Vous êtes prêts? Pourquoi faire exactement? Acheter de quoi manger pour la semaine. Budget 50 € pour 4 personnes. 4? Vous, moi, ma fille Léa et votre père si jamais il daignait manger de la vraie nourriture. Antoine eut un petit sourire. C'était la première fois qu'elle le voyait sourire. Ils entrèrent dans le marché. L'effervescence du samedi matin.
Les cris des marchands, les odeurs de fromage et de pain frais, les couleurs des étals de légumes. Antoine regardait autour de lui comme un touriste. Mathilde se dirigea vers un étal de légumes de saison. « Bonjour, monsieur. » Le marchand, un homme rougeau en tablier bleu, lui sourit. « Ah, Mathilde, comment va la petite ? Elle va mieux, merci. Je prends 3 kilos de carottes, s'il vous plaît. Les moches. » « Les moches ?» Antoine fronça les sourcils. Le marchand attrapa un sac de carottes tordues, petites, imparfaites. Il les pesa. 2,50 €. Mathilde paya, rangea le sac dans son cabas. « Pourquoi les moches ?» demanda Antoine en s'éloignant. « Parce qu'elles sont 3 fois moins chères. Et elles ont le même goût. » Elle continua, achetant les tomates abîmées, les pommes trop mûres qu'on vendait par lot de 2 kilos pour 5 €, le pain de la veille à moitié prix, les œufs cassés soldés. Antoine la suivait, de plus en plus silencieux. Il observait la façon dont elle négociait, comparait les prix, calculait dans sa tête. Au bout d'1 heure, le cabas était plein. Mathilde compta l'argent qu'il lui restait. 47 € dépensés, 3 € d'économie. Voilà. De quoi faire des soupes, des gratins, des omelettes, des tartes pour toute la semaine. Antoine la regardait avec une expression indéchiffrable. « Vous faites ça toutes les semaines ?»« Oui. Ça prend combien de temps ? Compter les courses, comparer, chercher les promos, environ 1h30. Vous pourriez pas juste aller au supermarché ? Si, mais ça coûterait le double. Et j'ai pas le double. » Ils marchèrent en silence jusqu'au métro. Dans la rame bondée, Antoine resta debout, tenant la barre centrale, bousculé par les autres passagers. Mathilde le regardait. Il découvrait ce qu'elle vivait chaque jour. Quand ils ressortirent à Guillotière, elle lui proposa de venir chez elle. Antoine hésita, puis accepta. L'appartement était petit mais lumineux. Léa jouait sur le tapis du salon avec des feutres et des feuilles de papier. Elle leva les yeux quand ils entrèrent. « Maman !»« Coucou mon cœur, je te présente Antoine. » Léa regarda le jeune homme avec curiosité. « T'es grand. » Antoine sourit. « Toi aussi un jour. » Mathilde posa le cabas sur le plan de travail de la cuisine, commença à ranger les courses. Antoine s'approcha. « Je peux vous aider ? Vous savez ranger des légumes ? Je peux apprendre. » Elle lui montra. Le bac à légumes du frigo, la panière à pain, le placard pour les conserves. Antoine exécutait les gestes maladroitement, mais avec application. Léa s'était approchée, observait. « Bon, monsieur s'est pas rangé ? Monsieur apprend, Léa. Tout le monde apprend. » Une fois les courses rangées, Mathilde prépara un café. Ils s'assirent au salon, Léa entre eux, dessinant des princesses aux robes impossibles. Antoine la regardait avec une douceur inattendue. « Elle vous ressemble. Heureusement pour elle. Vous l'élevez seule depuis le début ? » ?»« Oui. Le père ? Jamais connu, jamais cherché. » Antoine hocha la tête. Il y eut un silence. Puis, « Ma mère me manque. » Mathilde le regarda. Pour la première fois, elle vit derrière le jeune homme gâté autre chose, un fils brisé. « Je sais. » Elle cuisinait, pas comme les chefs qu'on a maintenant, juste des trucs normaux, des gratins, des quiches. Elle me demandait de l'aider. Je disais toujours que j'avais pas le temps. Sa voix se brisa légèrement. Et maintenant, j'ai tout le temps du monde, et elle est plus là. Mathilde posa une main sur son épaule. Elle aurait voulu que vous continuiez, que vous appreniez, que vous viviez. Antoine essuya ses yeux du revers de la main. Mon père pense que l'argent résout tout. L'argent résout beaucoup de choses, mais pas le manque. Ils restèrent ainsi un moment. Léa, inconsciente de la gravité de la conversation, fredonnait une chanson de son école. Dehors, Lyon s'agitait dans le bruit des klaxons et des travaux. Mais ici, dans ce petit appartement, quelque chose de fragile et de précieux était en train de naître. Une connexion, une compréhension mutuelle. Les semaines suivantes, Mathilde et Antoine se virent régulièrement. Elle l'emmena dans une soupe populaire de la Guillotière, où elle faisait du bénévolat un dimanche sur 2. Antoine servit des repas à des sans-abri, des migrants, des familles en difficulté. Il écoutait leurs histoires, il voyait leurs visages. Il comprenait enfin que la précarité n'était pas une fiction, pas une statistique dans un journal, mais des êtres humains avec des noms,
des rêves, des cicatrices. Elle l'emmena aussi prendre le bus de nuit, celui qui ramène les travailleurs des équipes de nettoyage. Antoine s'assit à côté d'une femme africaine épuisée qui s'endormit contre la vitre. Il la regarda dormir, cette étrangère qui travaillait pendant que lui dormait dans son lit king size. Elle lui montra comment gérer un budget mensuel, comment choisir entre payer l'électricité ou acheter des vêtements pour l'hiver, comment réparer au lieu de remplacer, comment demander de l'aide sans perdre sa dignité. Antoine changeait, lentement, imperceptiblement. Il se levait plus tôt, il écoutait plus, il posait des questions. Il remerciait les serveurs, les chauffeurs de bus, les caissières. Il regardait les gens dans les yeux. Un jour, il arriva chez Mathilde avec un cadeau pour Léa. Une paire de chaussures neuves, roses, avec des étoiles brillantes sur les côtés. Mathilde fronça les sourcils. « Antoine, je sais ce que vous allez dire, mais s'il vous plaît, laissez-moi faire ça. C'est pas votre rôle. Je sais. Mais elle en a besoin, et vous avez donné vos derniers euros pour moi. Laissez-moi vous rendre ça. » Mathilde sentit les larmes monter. Léa essaya les chaussures, sauta de joie, en voyant les étoiles scintiller quand elles bougeaient. Mathilde serra Antoine dans ses bras, fort, comme on serre un fils. « Merci. »« Non, merci à vous. » Mais tout se compliqua le jour où Victor Delacroix convoqua Mathilde dans son bureau. C'était un mardi matin, début mars. 5 mois s'étaient écoulés depuis le début de leur accord. Mathilde se présenta à l'heure indiquée, inquiète. Victor était assis derrière son bureau, impassible comme toujours, mais il y avait quelque chose de différent dans son regard, une intensité nouvelle. « Asseyez-vous, Mathilde. » Elle s'assit. Il ne prit pas de détour. « Vous avez accompli un travail remarquable avec Antoine. Il a changé. Je le vois. Je l'entends. Il parle différemment. Il agit différemment. C'est lui qui fait le travail, pas moi. Ne soyez pas modeste. Vous lui avez ouvert les yeux. » Mathilde acquiesça, attendant la suite. Victor joignit ses mains, la regarda droit dans les yeux. « Je voudrais prolonger notre accord. » « Prolonger ? Oui. 6 mois supplémentaires, dans les mêmes conditions. Avec une augmentation de salaire. 2200 € net. Mathilde sentit son cœur accélérer. Pourquoi? Parce qu'Antoine a encore beaucoup à apprendre. Et parce que je vous fais confiance. Il y eut un silence. Puis Victor sortit une enveloppe de son tiroir. J'ai aussi autre chose à vous proposer. Il posa l'enveloppe sur le bureau. Mathilde l'ouvrit. À l'intérieur, des documents légaux. Des mots comme tutelle temporaire, garde partagée, autorité parentale. Elle leva les yeux, glacée. Qu'est-ce que c'est? Une proposition pour le bien de Léa. Le bien de Léa? Oui, je sais que vous l'aimez. Mais vous devez admettre que vos conditions de vie, même améliorées, restent précaires. Léa mérite mieux. Elle mérite une éducation de qualité, des activités extrascolaires, des voyages, des opportunités. Mathilde sentit la panique monter. Vous êtes en train de me demander de vous donner ma fille. Pas définitivement, temporairement. 6 mois, le temps que vous vous stabilisiez complètement. Elle vivrait chez moi avec Antoine. Vous pourriez la voir autant que vous le souhaitez. Mais elle bénéficierait de... Mathilde se leva d'un bond, le coupant. Vous êtes malade. Je suis réaliste. Vous êtes un monstre. Victor ne bougea pas. Je vous offre une chance. Pour vous et pour elle. Vous m'offrez rien du tout. Vous voulez acheter ma fille comme vous avez essayé de m'acheter moi. Personne ne vous achète, Mathilde. Je vous propose une solution raisonnable à un problème réel. Elle attrapa son sac, recula vers la porte. Allez vous faire foutre. Réfléchissez. Vous avez 1 semaine. J'ai pas besoin d'1 semaine. Ma réponse est non. Maintenant. Demain. Toujours. Elle claqua la porte et sortit en courant. Elle dévala les escaliers, incapable d'attendre l'ascenseur. Ses mains tremblaient. Sa vision se brouillait. Elle sortit de l'immeuble, aspira l'air froid de mars. Les passants la contournaient sans la regarder. Elle tira son téléphone, appela Antoine. Il décrocha à la 3e sonnerie. « Mathilde? Ton père ?» Sa voix se brisa. «
Ton père vient de me demander de lui confier Léa. » Un silence. Puis, « Quoi ? Il veut que je lui donne ma fille pendant 6 mois. Pour son bien. Non, non, c'est pas possible. Il peut pas. Il peut. Il l'a fait. Je vais lui parler. Non, laisse tomber. Je démissionne, je rends l'appartement, je reprends ma vie d'avant. Mathilde, attendez. J'aurais jamais dû accepter. J'aurais dû savoir. On peut pas faire confiance aux riches. Vous achetez tout, même les gens. Je suis pas comme lui. Vous êtes son fils. » Elle raccrocha, rentra chez elle en métro, les joues humides, les poings serrés. Quand elle poussa la porte de l'appartement, Madame Rivoal était là avec Léa. La petite courut vers elle. « Maman !» Mathilde la serra contre elle à l'étouffer. « Mon bébé, mon bébé !» Elle pleura dans ses cheveux, incapable de s'arrêter. Madame Rivoal, mal à l'aise, marmonna quelque chose et partit. Mathilde porta Léa jusqu'au canapé, la garda sur ses genoux. « Maman, pourquoi tu pleures ? » « Parce que je t'aime, parce que tu es tout pour moi, parce que personne te prendra jamais, jamais. » Léa, qui ne comprenait pas, caressa le visage de sa mère. « T'inquiète pas, maman, je pars pas. »« Non, tu pars pas. » Cette nuit-là, Mathilde ne dormit pas. Elle regarda Léa dormir à côté d'elle, son souffle régulier, ses petites mains ouvertes sur l'oreiller. Elle pensa à tout ce qu'elle avait construit. Ce fragile équilibre, cet espoir, et comment, en un instant, Victor Delacroix avait tout détruit. Elle pensa aussi à Antoine, à son évolution, à leur lien. Elle ne pouvait pas le détester, mais elle ne pouvait pas non plus rester. Le lendemain matin, elle écrivit une lettre de démission. Elle la déposa sur le bureau de Victor sans demander à le voir. Puis, elle rentra chez elle, commença à remplir des cartons. 2 jours plus tard, quelqu'un frappa à sa porte. Elle ouvrit. Antoine se tenait là, les yeux rouges, l'air ravagé. « S'il vous plaît, écoutez-moi. J'ai rien à entendre. Mon père a dépassé les bornes, je le sais. Je lui ai dit. On s'est engueulé comme jamais. Et alors ? Alors il regrette. À sa manière, il a annulé la proposition. » Mathilde le regarda, incrédule. « Il a annulé ? » ?»« Oui. Il admet qu'il est allé trop loin. Pourquoi je vous croirais ?» Antoine sortit une feuille de papier de sa poche. Une déclaration signée par Victor Delacroix stipulant qu'il renonçait à toute demande concernant Léa, parce que c'est écrit, signé, légal. Mathilde prit le papier, le lut 3 fois, puis elle le posa sur la table. Ça change rien. « Mathilde, ton père pensera toujours qu'il peut tout acheter. Toi, moi, ma fille, je veux pas vivre comme ça. Alors, ne vivez pas pour lui, vivez pour vous. C'est ce que je fais en partant. » Antoine s'assit par terre, dos contre le mur, tête dans les mains. « Vous avez changé ma vie, et ton père a failli détruire la mienne. Restez, s'il vous plaît, pas pour lui, pour moi. » Mathilde sentit son cœur se serrer. « Antoine, j'ai besoin de vous, pas comme mentor, comme famille. » Elle s'assit à côté de lui. « Tu as déjà une famille. J'ai un père. C'est pas pareil. » Ils restèrent assis en silence, côte à côte, 2 naufragés sur le même rivage. Finalement, Mathilde murmura « Je sais pas quoi faire. Alors, laissez-moi décider pour vous. » Il la regarda. « Gardez votre appartement, gardez votre boulot, mais arrêtez de me voir si vous voulez. Je comprendrai, mais ne partez pas, s'il vous plaît. » Mathilde ferma les yeux. Elle pensa à Léa, à la sécurité, à la stabilité. Elle pensa à Antoine, à sa transformation, à leur lien. Elle pensa à Victor, à son contrôle, à sa richesse toxique. Et elle comprit qu'il n'y avait pas de bonne réponse, juste des choix impossibles. Mathilde passa les 3 jours suivants dans un brouillard. Elle travaillait mécaniquement, répondait aux appels, classait les dossiers, rentrait chez elle sans parler à personne. Léa sentait que quelque chose n'allait pas. Elle posait moins de questions, jouait plus silencieusement, s'endormait en tenant la main de sa mère. Cette inquiétude muette dans les yeux de sa fille était pire que n'importe quel reproche. Le jeudi soir, alors qu'elle préparait un gratin de pâtes dans la petite cuisine, on frappa à la porte. Mathilde sursauta.
Elle n'attendait personne. Par le Judas, elle vit Antoine. Il tenait un sac en papier d'où dépassait une baguette. Elle hésita, puis ouvrit. « Je t'ai dit que j'avais besoin de temps. »« Je sais, mais j'ai pensé que tu avais peut-être besoin de manger aussi. » Il leva le sac. « J'ai pris du poulet rôti, des haricots verts, du pain et une tarte aux pommes pour Léa. » Mathilde voulut protester, mais l'odeur du poulet lui rappela qu'elle n'avait presque rien avalé depuis 2 jours. Elle s'écarta pour le laisser entrer. Léa était assise par terre dans le salon, occupée à colorier un dessin d'une licorne. En voyant Antoine, elle bondit. « Antoine, t'as vu ? J'ai fini mon dessin. » Il s'accroupit pour admirer l'œuvre. « Elle est magnifique, ta licorne. Elle a l'air heureuse. Oui, elle mange des arcs-en-ciel. » Antoine sourit, ce sourire qui désormais touchait ses yeux. Il se redressa, posa le sac sur la table de la cuisine. « Je peux mettre la table ?» Mathilde hocha la tête sans un mot. Ils mangèrent ensemble, tous les 3, dans un silence d'abord pesant, puis étrangement apaisant. Léa babillait entre 2 bouchées, racontant son école, sa maîtresse, son copain Lucas qui avait perdu une dent. Antoine l'écoutait avec une attention totale, comme si chaque mot comptait. Mathilde les observait. Elle voyait dans leurs interactions quelque chose qu'elle n'avait jamais eu, une figure masculine, stable, présente, bienveillante. Pas un père, mais quelque chose qui s'en approchait. Après le dîner, Léa s'endormit sur le canapé, la tête sur les genoux de Mathilde. Antoine débarrassa la table sans qu'on le lui demande. Il lavait la vaisselle quand Mathilde le rejoignit dans la cuisine. Léa portait dans ses bras jusqu'à son lit. « Tu n'es pas obligé de faire ça. Je sais, mais j'en ai envie. » Il continua à rincer les assiettes, les empilant soigneusement sur l'égouttoir. Mathilde s'appuya contre le comptoir. « Ton père t'a envoyé ? » ?»« Non, il sait même pas que je suis là. Qu'est-ce qui s'est passé entre vous ?» Antoine posa la dernière assiette, se sécha les mains avec un torchon. « Je lui ai dit ce que je pensais, pour la première fois de ma vie. Je lui ai dit qu'il était en train de tout détruire, que l'argent pouvait pas tout résoudre, que les gens étaient pas des pions sur son échiquier. » Et il a répondu quoi ? Rien, il m'a regardé, longtemps. Et puis il a dit « Tu as raison, je me suis trompé. » C'est la première fois que je l'entends admettre une erreur. Mathilde sentit quelque chose se desserrer dans sa poitrine. Juste un peu. Il peut dire ce qu'il veut. Ça efface pas ce qu'il a fait. Non, mais peut-être que ça peut être un début. Antoine s'assit à la table, l'invita du regard à faire de même. Elle s'installa en face de lui. « Mathilde, je vais te dire quelque chose que j'ai jamais dit à personne. » Il prit une grande inspiration. « Quand ma mère est morte, j'étais là, à l'hôpital. Elle était sous morphine, elle parlait plus trop. Mais à un moment, elle a ouvert les yeux, elle m'a regardé et elle a dit « Trouve quelqu'un qui te montre comment vivre, pas comment réussir. » Sa voix trembla. À l'époque, je comprenais pas. Maintenant, je comprends. Tu m'as montré comment vivre, vraiment vivre, pas dans le confort, pas dans l'illusion, mais dans la vérité, dans l'effort, dans le don de soi. Mathilde sentit les larmes monter. Elle les retint. « Antoine, je te demande pas de pardonner à mon père. Je te demande pas de l'aimer. Je te demande juste de pas nous effacer de ta vie. Toi et Léa, vous êtes devenus ma famille. La vraie, celle qu'on choisit. » Mathilde essuya ses yeux du revers de la main. « J'ai peur, peur qu'il recommence. Peur de perdre Léa. Peur de dépendre de lui. Tu dépends pas de lui. Tu dépends de toi. Tu as un boulot que tu mérites. Un appartement que tu mérites. Et si un jour mon père déraille à nouveau, je serai là. Je te protégerai. Vous protégerez toutes les 2. » Elle le regarda, ce jeune homme qui, 6 mois plus tôt, ne savait même pas ranger des légumes dans un frigo. Ce jeune homme qui, maintenant, parlait de protéger une femme et une enfant qui n'étaient pas les siennes. « Tu as vraiment changé. Grâce à toi. » Elle prit sa main à travers la table. « Non, grâce à toi. J'ai juste ouvert la porte. C'est toi qui as décidé de la franchir. » Ils restèrent ainsi un moment, mains jointes, dans la lumière tamisée de la cuisine. Dehors, Lyon vivait sa vie nocturne. Les sirènes, les rires, les klaxons.
Mais ici, dans ce petit appartement du 7e, deux personnes brisées par la vie tentèrent de se reconstruire. Ensemble, le lendemain matin, Mathilde se réveilla avec une résolution nouvelle. Elle prépara Léa pour l'école, l'accompagna jusqu'à la grille, puis prit le métro jusqu'au 2e arrondissement. Elle entra dans l'immeuble de la Croix sans rendez-vous. La secrétaire blonde tenta de l'arrêter, mais Mathilde l'ignora, poussa directement la porte du bureau de Victor. Il était au téléphone. En la voyant, il raccrocha immédiatement. « Mathilde, on doit parler. Asseyez-vous. » « Je reste debout. » Victor se leva, contourna son bureau. Il portait un costume gris sombre, impeccable comme toujours. Mais il y avait quelque chose de différent dans son regard, une fissure dans l'armure. « Je vous écoute. Voilà comment les choses vont se passer. Je garde mon boulot, je garde mon appartement, je continue de voir Antoine, mais pas parce que vous me le demandez, parce que je le veux. » Victor hocha lentement la tête. « D'accord. Et vous, vous me foutez la paix. Vous intervenez plus dans ma vie privée. Vous faites plus d'enquêtes sur moi. Vous me proposez plus jamais rien qui concerne Léa. Elle est à moi. Uniquement à moi. Je comprends. Et si vous dépassez encore une fois les bornes, je disparais, avec Léa. Et vous reverrez plus jamais Antoine. » Victor tressaillit légèrement. C'était la première fois qu'elle le voyait réagir émotionnellement. C'est du chantage. Non, c'est de l'autodéfense. Un silence tendu s'installa. Victor retourna derrière son bureau, s'assit lentement. Il joignit les mains, la regarda avec une intensité troublante. « Vous avez raison. J'ai dépassé les bornes. J'ai voulu contrôler ce qui ne peut pas l'être. L'amour, la loyauté, la famille. » Il marqua une pause. « Depuis la mort de ma femme, je me suis réfugié dans ce que je connais. Les chiffres, les contrats, le contrôle. J'ai essayé d'acheter ce qui manquait à Antoine, et par extension, ce qui me manquait. » Mathilde sentit sa colère fléchir légèrement, juste assez pour écouter. « Mais vous m'avez montré quelque chose, pas à moi directement, à mon fils. Vous lui avez montré qu'on peut survivre sans argent, qu'on peut aimer sans condition, qu'on peut donner quand on n'a rien. Et en le transformant, vous m'avez forcé à me regarder dans un miroir pas très flatteur. » Il ouvrit un tiroir, en sortit une enveloppe. « Voilà votre contrat de travail, révisé, durée indéterminée, augmentation de salaire, clause de non-ingérence. Je ne peux légalement plus intervenir dans votre vie privée sans votre autorisation écrite. Si je le fais, vous pouvez me poursuivre et réclamer des dommages et intérêts. » Il tendit l'enveloppe. Mathilde la prit, la parcourut rapidement. Tout était là, noir sur blanc, signé par un avocat. « Pourquoi vous faites ça ? » « Parce que j'ai compris que pour garder mon fils, je devais arrêter de le contrôler. Et la même logique s'applique à vous. Si je veux que vous restiez, je dois vous laisser libre. » Mathilde rangea le contrat dans son sac. « Je vais le faire vérifier par un avocat. Je vous y encourage. » Elle se dirigea vers la porte puis se retourna. « Victor !» C'était la première fois qu'elle l'appelait par son prénom. Il releva la tête. « Votre femme aurait été fière d'Antoine, du jeune homme qu'il devient. » Victor cligna des yeux, rapidement, comme pour chasser quelque chose. Puis il hocha la tête, incapable de parler. Mathilde sortit. Les semaines devinrent des mois. Le printemps arriva, transformant Lyon en une ville de lumière et de verdure. Mathilde trouva ses marques dans son travail. Ses collègues commencèrent à la considérer comme l'une des leurs. Elle se fit même une amie, Sandrine, une femme de 45 ans qui travaillait à la comptabilité et qui l'invitait parfois à déjeuner. Antoine venait toujours la voir, pas par obligation, par choix. Ils continuaient leur sortie. Marché, cinéma bon marché, promenade au parc de la Tête d'Or avec Léa qui courait après les canards. Petit à petit, Antoine se mit à parler de projets. Il voulait créer quelque chose d'utile. Mathilde l'écoutait, le conseillait, le challengeait. Un soir de mai, alors qu'il buvait un café sur le balcon minuscule de l'appartement de Mathilde, Antoine lui parla de son idée. « Je veux créer une fondation pour aider les mères célibataires, pas juste leur donner de l'argent, les accompagner, les former,
leur trouver un boulot stable, un logement décent. Exactement ce que mon père a fait pour toi, mais en mieux, sans le contrôle, sans les conditions. Mathilde le regarda, émue. C'est une belle idée. J'ai besoin de quelqu'un pour la diriger, quelqu'un qui connaît vraiment la réalité du terrain. Il la regarda droit dans les yeux. J'ai pensé à toi. Mathilde faillit lâcher sa tasse. Moi? Oui, toi. Tu as vécu ce que ces femmes vivent. Tu sais ce dont elles ont besoin. Tu es forte, honnête, intelligente. Antoine, je ne suis pas qualifié pour diriger une fondation. Tu es la plus qualifiée que je connaisse. Elle secoua la tête, submergée. Je sais pas. Réfléchis. Prends ton temps. Mais sache que je te fais confiance. Plus que n'importe qui. Mathilde réfléchit. Pendant des jours. Elle en parla à Léa, qui ne comprit pas vraiment, mais dit que sa maman serait la meilleure chef du monde. Elle en parla à Sandrine, qui l'encouragea. Elle en parla même, lors d'une rencontre improbable, à Victor. C'était un samedi après-midi. Antoine avait organisé un déjeuner chez lui, dans son appartement du 6e. Mathilde avait accepté, à condition que Léa vienne. Victor était là aussi. Première fois qu'ils se retrouvaient tous ensemble depuis la crise. Le déjeuner fut étrangement agréable. Victor, habituellement distant, fit des efforts visibles pour être chaleureux. Il parla à Léa de ses souvenirs d'enfance, quand il allait pêcher avec son grand-père dans la Saône. Léa l'écoutait, fascinée. Mathilde observait cet homme puissant s'attendrir devant une petite fille de 8 ans. Après le repas, alors que Léa et Antoine jouaient à un jeu de société dans le salon, Victor et Mathilde se retrouvèrent sur la terrasse, vue imprenable sur les toits de Lyon. Le soleil déclinait, teintant le ciel de rose et d'orange. Antoine m'a parlé de son projet de fondation. Oui. Il m'a dit qu'il voulait que vous la dirigiez. Il me l'a proposé, j'ai pas encore décidé. Victor hocha la tête, but une gorgée de son café. Vous devriez accepter. Mathilde le regarda, surprise. Pourquoi vous dites ça? Parce que vous êtes exactement la personne qu'il faut, pas à cause de vos diplômes ou de votre expérience professionnelle, à cause de ce que vous êtes. Il marqua une pause. J'ai passé ma vie à construire un empire. Des immeubles, des contrats, des millions. Mais je me rends compte maintenant que j'ai rien construit qui compte vraiment. Vous, avec presque rien, vous avez construit une vie, une fille, une dignité. Et vous avez reconstruit mon fils. Mathilde sentit sa gorge se serrer. Je ne l'ai pas reconstruit. Il s'est reconstruit lui-même, grâce à vous. Victor posa sa tasse, se tourna vers elle. Je ne vous demande pas de me pardonner. Je vous demande juste d'accepter que je suis fier. Fier d'Antoine. Et fier, d'une certaine manière, de vous avoir rencontré, même si ça s'est mal passé au début. Mathilde ne savait pas quoi répondre. Cet homme qui l'avait terrifié, humilié, manipulé, était en train de s'humaniser devant elle. Lentement, maladroitement, mais sincèrement. Je vais y réfléchir. Pour la fondation. Prenez votre temps. Ils retournèrent à l'intérieur. Léa riait aux éclats. Antoine venait apparemment de perdre au Uno. Mathilde s'assit à côté de sa fille, la prit dans ses bras. Cette petite vie qui était tout pour elle, cette petite vie qui avait tout changé. 3 semaines plus tard, Mathilde donna sa réponse. Elle acceptait de diriger la fondation. Pas tout de suite. Elle voulait d'abord suivre une formation en gestion de projet, comprendre les aspects légaux, administratifs. Antoine finança tout. Pas comme un cadeau, comme un investissement. La fondation ouvrit ses portes 1 an après dans le 3e arrondissement. Un bâtiment modeste mais lumineux, 5 salariés, un réseau de bénévoles, un partenariat avec la mairie, les services sociaux, les entreprises locales. La mission, accompagner les mères célibataires en difficulté vers l'autonomie. Le jour de l'inauguration, Mathilde portait un tailleur simple mais élégant, acheté avec son propre salaire. Léa, 9 ans maintenant, se tenait à côté d'elle, fière comme un pont. Antoine était là, en costume, mais il avait troqué la cravate contre une chemise ouverte. Victor était présent aussi, en retrait, observant de loin. Mathilde prit la parole devant l'Assemblée. Journaliste, élu,
partenaire, bénéficiaire potentiel. Il y a 1 an et demi, j'ai donné mes derniers 13 € à un inconnu qui ne pouvait pas payer son addition. Je l'ai fait sans réfléchir, juste parce que ça me semblait juste. Elle regarda Antoine. Cet inconnu s'appelait Antoine. Et ce geste qui me paraissait insignifiant a tout changé, pas parce qu'il m'a apporté de l'argent, mais parce qu'il m'a montré que parfois, les petites décisions ont de grandes conséquences. Elle prit une grande inspiration. Cette fondation existe parce qu'on a tous besoin d'aide à un moment donné, et parce que tendre la main, que ce soit pour donner ou pour recevoir, c'est pas une faiblesse, c'est de l'humanité. Les applaudissements éclatèrent. Mathilde sentit les larmes couler, mais elle souriait. Léa lui prit la main, la serra fort. « T'es la meilleure, maman. »« Non, mon cœur. On est les meilleurs. Ensemble. » Le soir même, après la réception, Mathilde rentra chez elle. L'appartement était maintenant vraiment le sien. Elle avait racheté les meubles d'occasion, accroché des photos au mur, installé des rideaux colorés. C'était petit, c'était modeste, mais c'était chez elle. Elle prépara un chocolat chaud pour Léa, qui racontait sa journée avec excitation. Puis elle la coucha, lui lut une histoire, éteignit la lumière. Dans le salon, elle s'assit sur le canapé, regarda par la fenêtre. Les lumières de Lyon scintillaient dans la nuit. Son téléphone vibra. Un message d'Antoine. « Merci pour tout. Tu as sauvé ma vie. » Elle sourit, répondit. « Non, tu as sauvé la tienne. Moi, j'ai juste ouvert la porte. » Un autre message arriva. De Victor, cette fois. Elle fut surprise. Il n'envoyait jamais de message. « Mon épouse aurait aimé ce que vous faites. Elle aurait aimé ce que vous êtes. Merci d'avoir ramené mon fils. » Mathilde sentit une boule se former dans sa gorge. Elle répondit simplement « Prenez soin de lui et de vous. » Elle posa le téléphone, ferma les yeux, pensa à tout ce chemin parcouru. De ce soir pluvieux au café du coin, où elle avait donné ses 13 derniers €, à aujourd'hui, où elle dirigeait une fondation qui aiderait des centaines de femmes. Elle pensa à Léa, qui grandissait dans la sécurité, l'amour, la dignité. Elle pensa à Antoine, qui avait trouvé un sens à sa vie. Elle pensa à Victor, qui apprenait lentement que l'argent ne remplace pas l'amour. Et elle pensa à elle, à Mathilde Fournier. Ancienne serveuse, ancienne femme de ménage, ancienne mère au bord de l'expulsion, maintenant directrice d'une fondation. Pas par charité, par mérite. Elle ouvrit les yeux, regarda autour d'elle. Ce petit appartement qui représentait tant. Cette vie qu'elle avait construite pierre par pierre, euro par euro, sacrifice par sacrifice. Et elle comprit que parfois, les plus grandes richesses ne se comptent pas en billets. Elles se comptent en moments, en sourires, en mains tendues. En portes ouvertes, en seconde chance, 13 €. C'était tout ce qu'il avait fallu pour changer 2 vies. Non, 3. Elle se leva, alla dans la chambre de Léa, la regarda dormir. Sa fille, son trésor, sa raison de se battre. Elle se pencha, déposa un baiser sur son front. « On a réussi, mon cœur. On a réussi. » Dehors, la pluie se mit à tomber, douce, apaisante, comme une bénédiction. Mathilde retourna au salon, s'enroula dans une couverture, ferma les yeux. Pour la première fois depuis des années, elle dormit d'un sommeil profond, sans peur, sans angoisse, libre. Épilogue. 2 ans plus tard, la fondation Delacroix-Fournier, Antoine avait insisté pour que le nom de Mathilde figure aussi, avait aidé plus de 200 femmes. Certaines avaient trouvé un emploi stable, d'autres avaient repris des études, d'autres encore avaient simplement retrouvé l'espoir. Mathilde recevait parfois des lettres, des témoignages, des merci. Elle les gardait toutes dans un tiroir de son bureau. Quand les journées étaient difficiles, elle les relisait. Antoine avait quitté l'école de commerce. Il travaillait à plein temps pour la fondation, gérant les aspects financiers et logistiques. Il avait rencontré une jeune femme, Clara, bénévole à la fondation. Ils parlaient de s'installer ensemble. Victor avait rencontré Clara lors d'un dîner. Il l'avait approuvée d'un hochement de tête. Venant de lui, c'était un compliment. Victor lui-même avait changé.
pas radicalement. Il restait un homme d'affaires redoutable, mais il avait commencé à financer d'autres projets sociaux, discrètement, sans publicité, comme s'il essayait de racheter quelque chose, peut-être son âme, peut-être juste le temps perdu. Léa avait 11 ans maintenant. Elle voulait devenir avocate, pour défendre les mamans comme toi, maman. Mathilde pleurait à chaque fois qu'elle disait ça. Un samedi de juin, Mathilde marchait avec Léa dans le Vieux-Lyon. Elles passèrent devant le café du coin. Gérard était toujours là, bedonnant, bourru. Il reconnut Mathilde, lui fit un signe de tête. Elle lui sourit. « Maman, pourquoi on s'arrête là? C'est ici que tout a commencé, mon cœur. » « Tout quoi ?» Mathilde regarda le café. Cette table près de la fenêtre. Ce soir de pluie. Ce jeune homme paniqué. Notre nouvelle vie. Léa prit la main de sa mère. « Elle est bien, notre vie. »« Oui, elle est bien. » Elles repartirent, main dans la main sous le soleil de juin. Et dans la poche de Mathilde, un billet de 20 € qu'elle gardait toujours. Pas pour le dépenser, juste pour se rappeler que parfois, donner ce qu'on n'a pas est le meilleur investissement qu'on puisse faire.